bienvenue sur cette 3e édition de Common Geeks. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rachel, je suis consultante en communication gaming et pop culture. Je travaille avec et pour les créateurs de contenu, les artisans et les artistes de la pop culture, mais aussi les élèves en communication. Je propose des masterclass, des conférences, des ateliers, bref, tout un tas de choses, et je vulgarise aussi pour vous tous les concepts du marketing et de la communication dans le milieu du gaming et donc de la pop culture, des milieux geeks en général. Et voilà, au programme aujourd'hui, on va traiter d'une nouvelle tendance, le faceless marketing. C'est de l'anglais, mais vous verrez qu'on comprendra très bien en français de quoi ça cause. Ensuite, on parlera de la campagne de communication de la sortie du jeu Civilization 7 pour voir justement un autre exemple après avoir vu l'exemple de la ZLAN qui est un événement et l'exemple de la sortie de la Switch 2. On va voir cette fois la sortie d'un jeu. Ensuite, on aura ma nouvelle invitée qui est Jessie. Jessie qui est une talentueuse communicante multicasquette comme moi. Elle travaille entre autres avec les développeurs indés de jeux vidéo dans la communication. Du coup, je pense que son interview va être très très intéressante et qu'elle va avoir des choses à nous apporter un peu différentes. Et enfin, on terminera par ensemble analyser un nouveau compte Instagram, c'est le compte d'Aloïs, une streameuse Twitch, qui est une bonne élève, clairement. Donc à l'inverse de ce qu'on avait fait un petit peu précédemment, là on va voir les bonnes astuces, des bons exemples, en fait des exemples concrets de ce qui doit être fait ou qui peut être fait sur vos réseaux sociaux si vous êtes créateur de contenu. Allez, let's go pour la première partie. Nightwatch, première partie de l'émission. Salade, tomate, oignon, comme dirait Diddles. Pas mal celle-là, pas mal. Donc, première partie de cette émission, ça s'appelle Nightwatch. Pourquoi Nightwatch? Ça parce que c'est... mince, j'ai perdu la traduction. C'est, la surveillance de nuit, la surveillance des tendances en communication et en marketing en 2025, adaptée à la communauté geek, à la culture geek. Et donc, à chaque fois, nous parlons de plusieurs tendances et j'analyse plus profondément une tendance. Avant, on faisait 4 tendances, donc il y avait 3 tendances secondaires plus une que je détaillais. Là, on va essayer de de passer à 3 pour voir si au niveau du timing, ça rentre mieux. Et puis, je trouve que c'est mieux d'avoir 3 tendances, déjà, c'est pas mal. Coucou Saïka. Donc Saïka qui est Jessie qui va venir passer l'interview cocotte tout à l'heure. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es prête pour cette interview du tonnerre. Ça sera tout à l'heure. Donc sur les tendances, comment que ça marche? Voilà. Donc les 3 tendances dont on va parler ce soir, ce sont celles-ci. On abordera celle du faceless marketing qui est la grosse tendance qu'on va développer et qui va vous intéresser, surtout si vous êtes, comme beaucoup de geeks, un introverti qui n'ose pas se montrer sur les réseaux alors qu'il a envie d'utiliser les réseaux sociaux. Donc on verra comment justement ça peut être utilisé pour vous. Mais d'abord, parlons des 2 autres tendances que je vous ai sélectionnées. Oui, ça va, juste stressé, bien sûr. T'inquiète, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je suis stressée, donc... donc tout va bien, t'inquiète pas. Les autres, en tout cas, s'en sont bien sortis, donc il n'y a pas de raison que tu t'en sortes pas bien aussi. Donc, première tendance, les vidéos shoppable. Alors, shoppable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Enfin, vous allez comprendre. Dans shoppable, il y a shop, c'est pas pour rien. Kesako, donc une vidéo shoppable, c'est une vidéo où l'utilisateur peut cliquer directement pour avoir des infos sur un produit ou un service. Le produit, il est visible en général à l'écran, et du coup, bah, tu peux passer ton doigt dessus, et directement, ça t'affiche un petit
un petit lien du coup où tu peux aller consulter directement les informations. T'as pas besoin d'aller chercher dans la description par exemple ou dans la bio ou je ne sais où un lien pour accéder à l'information que tu cherches. Tu peux directement sur la vidéo voir le produit, cliquer dessus et avoir les informations. C'est ça une vidéo shoppable. On les retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. euh, et enfin, elles deviennent à la mode, on va dire, ces vidéos. Selon eMarketer, en 2024, 40% des 18-34 ans ont déjà acheté grâce à ce genre de vidéos. Donc ça fait quand même beaucoup. 40% des 18-34 ans, c'est quand même énorme. Et donc, c'est des marques qui ont pu vendre grâce à ce genre de vidéos. On les retrouve aussi hors réseaux sociaux, on les retrouve aussi beaucoup maintenant sur les sites e-commerce, tout simplement. Donc c'est vraiment très en vogue. Et comment pourraient être utilisées ces vidéos shoppable pour les créateurs de contenu, par exemple? Eh bien, c'est un streamer qui fait un unboxing. Il pourrait utiliser ces vidéos shoppable. Tu es un streamer, tu as une collaboration avec une marque. Je pense à Didous qu'on a interviewé le mois dernier, qui avait eu un partenariat avec Third Edition, les éditions. Elle avait fait un unboxing du coup des livres qu'elle avait reçus. Et elle aurait pu faire ça en vidéo shoppable, c'est-à-dire que du coup, en cliquant, enfin voilà, quand elle montrait le livre, elle aurait pu du coup intégrer des liens pour avoir directement les infos, pour avoir directement le lien qui renvoie à la boutique de la maison d'édition, etc. Donc ça peut être utilisable pour les créateurs de contenu. Ça peut être utilisable aussi, bien sûr, pour les artisans et les artistes. Vous avez une œuvre que vous venez de réaliser et que vous vendez sur votre boutique, enfin e-shop, sur votre e-shop. Du coup, vous pouvez utiliser ces vidéos aussi pour incorporer directement les infos, le lien qui va renvoyer à votre boutique. Donc ça, c'est une des premières tendances dont je voulais vous parler ce soir. Deuxième tendance, le social selling. Alors en fait, le social selling, vous en faites déjà tous la plupart du temps quand vous êtes créateur de contenu. C'est toute personne sur les réseaux qui propose un produit ou un service. C'est en fait du social selling sans forcément le savoir. D'accord ? On est tous, entre guillemets, en train de vendre quelque chose, même si c'est pas contre de l'argent comptant. Un créateur de contenu, il vend son image, il vend ce qu'il fait, son activité, mais en échange de visibilité, par exemple, hein, de viewers. Et donc là, c'est déjà du social selling. Si on va un peu plus loin, c'est une façon de vendre en établissant une vraie relation avec une communauté. Donc en fait, c'est vendre sans vendre, c'est utiliser le social, donc social, il vient de social media pour réseaux sociaux. Donc c'est utiliser les réseaux sociaux pour créer un lien avec sa cible, avec son potentiel consommateur, pour ensuite pouvoir lui proposer derrière des services ou des produits. Cette tendance, c'est d'abord l'humain qui est au centre, d'accord? C'est s'appuyer d'abord sur l'humain pour pouvoir vendre derrière. C'est pour ça qu'il y a aussi social dans le terme, dans le sens social, monde social, quoi. Euh, on s'appuie sur l'humain, mais aussi sur l'authenticité, sur l'expertise, etc. Donc on va montrer les coulisses, on va parler de ses échecs, on en parlait aussi la dernière fois que parfois sur les réseaux, on est trop en mode tout est beau, tout est parfait, tu vas gagner tant de cas de followers en faisant ça, t'as vu, moi j'ai réussi, machin truc, image de rêve, mon bureau du jour, etc. Sauf que c'est important aussi, du fait dans le social selling, de pouvoir montrer aussi ses échecs, du moment que on en retire aussi quelque chose. Et ça permet de montrer aussi qu'on est humain et qu'on réussit pas tout. Et ça permet à votre cible aussi de s'identifier parce que ça arrive à tout le monde. Euh, je pensais à... C'est ce que je me suis noté. Il y a des vidéos TikTok, mais qui sont aussi en reel sur Instagram, par exemple d'artisans, de créateurs
qui vendent sur les salons pop culture, et par exemple, ou sur les marchés, et qui font des vidéos, ce que je n'ai pas vendu sur tel salon. Et en fait, on voit, soit elles montrent les créations du coup qui se sont pas vendues, soit on montre les créations, le nombre de créations au départ d'un même genre, et puis ce qu'il en reste en fait à la fin. Donc c'est voilà, c'est un des types de vidéos que vous pouvez effectuer, réaliser pour faire du social selling et pour vendre vos produits. Le social selling Dion, pas mal, pas mal celle-là. On pourra la mettre aussi. On pourra la mettre avec Marc, le social selling Dion. On pourra mettre Céline Dion avec Marc. Et puis, en plus, parler de son expérience dans sa globalité, on peut parler de tout ce qu'on fait, en fait, de toutes les activités qu'on fait pour arriver au final à la vente. Parce que la vente, c'est pas uniquement le point central de ce qu'on propose. Il y a plein d'étapes, en fait, pour arriver à la vente. Et aussi, c'est intéressant pour tout le monde de montrer quelles sont les étapes. Ça peut inspirer des gens, ça peut donner confiance aussi à des potentiels clients. Donc c'est très important. Autre exemple que ces vidéos, j'avais aussi noté un développeur indépendant justement qui montre l'avancée de son jeu de façon de façon humaine, on va dire, en incitant de temps en temps à la wishlist, mais en le faisant de façon naturelle et dans la douceur, et pas en mode ah t'as vu j'ai fait ça donc faut que tu le mettes dans ta wishlist tout de suite parce que sinon je vais pas pouvoir vivre de mon jeu, etc. Non, faut pas être agressif dans la vente, mais du coup ça marche bien. On voit de plus en plus de développeurs indés ou pas qui font des annonces comme ça, qui font des vidéos ou des publications sur l'avancée de leur jeu. Et du coup, un peu en call to action, en CTA, ils vont inviter à mettre le jeu dans la wishlist pour les aider, etc. Mais du coup, ils vont plus parler humainement que commercialement. Donc c'est ça aussi qui fonctionne. Donc ça, c'était pour le social selling. Et du coup, la troisième tendance qu'on va détailler aujourd'hui, c'est donc le faceless marketing. Là, normalement, j'ai mes slides. Est-ce que je peux faire comme ça? Oui. Donc le faceless, c'est dur à dire, faceless marketing, Keisako. Donc faceless, c'est un mot anglais évidemment. Il y a face, visage, et less, donc sans visage. C'est en fait une stratégie de contenu sans montrer son visage. Beaucoup de personnes sont pas à l'aise forcément à se montrer, et c'est une question qu'on m'a déjà posée, enfin une remarque qu'on m'a déjà faite. Oui, mais moi j'ai pas envie de me montrer. Je sais que j'ai besoin des réseaux sociaux, mais j'y vais pas parce que j'ai pas envie de me montrer. Eh bien, il y a une solution pour vous. Voilà, tout bêtement. Il y a le faceless marketing, donc qui est une stratégie de création de contenu sans montrer son visage. Donc pour tous les geeks introvertis, ça va pouvoir vous parler. Ça, je l'ai dit. Désolé, petit blanc. Donc c'est pas parce qu'on ne montre pas son visage qu'on ne peut pas créer une marque forte et une identité qui justement attire des followers. Pourquoi c'est une vraie tendance en 2025 ? Il y a une vraie explosion du faceless marketing sur YouTube et TikTok avec l'IA. Mais on en reparlera, mais avec l'IA notamment. Mais on a les VTubers, ce qu'on appelle les VTubers. Donc du coup, c'est des créateurs de contenu sur YouTube qui ont un avatar personnalisé qui en fait les représente. Et du coup, ils ne se montrent pas eux-mêmes. Il y a aussi d'autres formes de faceless marketing. On n'a pas besoin forcément d'un avatar. On peut juste
montrer autre chose que son visage, juste montrer par exemple ses mains. Si on est artisan ou si on est artiste, on peut juste utiliser ses mains dans une vidéo en dessinant, par exemple, pour montrer qu'on dessine ou des choses comme ça. Euh, sur YouTube et TikTok, les vidéos, elles sont un peu plus particulières, on en reparlera. Il faut quand même une voix off qui est assez intéressante, en tout cas qui a un phrasé particulier, et un montage dynamique. C'est une des critères sur les vidéos faceless marketing. Ensuite, autre raison pourquoi c'est une tendance, c'est une porte accessible pour tous les indépendants qui n'ont pas de community manager. Les VTubers, les GOAT, tout à fait. En fait, je pense aux artistes, aux artisans, aux indépendants qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder aux réseaux sociaux et qui n'ont pas de quoi engager un community manager ou quelqu'un pour travailler leur contenu à leur place. C'est une charge de se montrer, de parler face caméra. Ça peut être lourd, déjà pour quelqu'un qui n'a pas envie ou qui n'est pas forcément habitué à se montrer. Et puis, bah, il y a forcément, pour tourner des vidéos, on va pas être forcément en pyjama, on va devoir faire des efforts de lumière, on va devoir faire des efforts peut-être de maquillage, on va devoir faire des efforts de coiffure. Enfin voilà, bon, je parle surtout des femmes là dans ces cas-là. Mais bon, il y a quand même une esthétique à avoir aussi quand on se présente face caméra, et donc ça peut être une charge. C'est plus de taf la cam. Voilà, exactement. Très bien résumé. C'est plus de taf quand on est devant une caméra. Le faceless marketing, comme ça, c'est une porte d'entrée pour ceux qui n'ont pas le temps de faire tout ça, ou qui n'ont pas envie, tout simplement, de s'embarquer dans des choses qui peuvent être chronophages. Parce que tourner une vidéo face cam, ça peut être beaucoup plus chronophage déjà que tourner une vidéo où on voit juste l'œuvre qui se dessine ou la création de l'objet. Et ensuite, et là je trouve que c'est aussi une histoire de société. Mine de rien, le faceless marketing, c'est une protection contre les discriminations et le harcèlement. Parce que quand on évite de se montrer, forcément, on évite toutes les remarques sexistes, grossophobes, racistes, homophobes, etc. Parce que, finalement, il y a une distance. Et on ne nous voit pas. On montre ce qu'on a envie de montrer, et donc les gens voient ce qu'on veut qu'ils voient. Et on se crée une identité, du coup, en dehors de tous ces codes-là. Et tous les gens qui sont là pour critiquer, je pense notamment sur TikTok ou voilà, dans les communautés où c'est un peu négatif, les remarques, et bien là, on peut pas vous faire ces remarques-là. Parce qu'il y a tellement de personnes qui s'arrêtent à quelque chose de physique ou à une identité, voilà, à une façon à votre comportement, qui n'écoutent pas le message derrière ou qui regardent pas plus loin que votre physique. Et ça permet, quand on se montre pas, du coup, ça permet d'éviter ce genre de remarques. Mais il peut y en avoir d'autres, évidemment, parce que après, on peut modifier sa voix aussi si on a peur d'avoir des remarques sur sa voix, etc., en voix off. Mais voilà, du coup, je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, je déteste, en plus je dis tout le temps, ça ne se dit pas à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi je dis ça? Bon, bref, aujourd'hui, dans la société où on est constamment agressé pour notre image, ça permet de se protéger si on est un peu sensible par rapport à ça, et si c'est une des causes pour lesquelles on ne veut pas se montrer sur les réseaux sociaux, il y a toujours cette solution. Ça donne le message de, je l'avais noté, je choisis ce que je montre et ce n'est pas à vous de me définir. Voilà. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Pour comprendre justement pourquoi cette tendance, elle est en tendance, en 2024, plus de 30% des nouvelles chaînes YouTube à succès, donc c'est-à-dire qui ont plus de 100K followers,
enfin 200K followers à plus de 100K followers, étaient des chaînes faceless. Donc déjà, ça veut dire qu'en 2024, il y a au moins 30% des nouvelles chaînes qui sont faceless. Et elles deviennent en plus des chaînes à succès. Donc il y a quand même, on sent qu'il y a un vivier, il y a des personnes intéressées, et ça peut très vite décoller. On constate aussi que les vidéos faceless, elles ont en moyenne une meilleure rétention d'audience sur TikTok et en short. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les spectateurs des vidéos sur TikTok et sur YouTube en short vont rester plus longtemps sur les vidéos faceless. Pourquoi? Alors il faudrait creuser un petit peu, mais je pense qu'il y a un côté un petit peu fascination de voir quelque chose où il n'y a personne. L'esprit se concentre sur ce qui est fait, ce qui est dit. S'il y a des personnages, justement, des avatars en IA ou des avatars dessinés, bah, ça attire l'œil aussi, ça intrigue. Donc ça permet de rester un peu plus longtemps. C'est plus coloré aussi. Parce que justement, c'est très bien aussi ce que tu dis, c'est que je pense que j'en reparle un peu plus loin, ces vidéos sont souvent beaucoup plus travaillées parce que du coup, elles doivent lutter contre les vidéos où la personne est face cam. Donc du coup, elle va être beaucoup plus, c'est vrai, colorée, beaucoup plus travaillée, que ça soit au niveau sonore, que ça soit au niveau visuel, que ça soit au niveau du montage, etc. C'est en général des vidéos qui contrastent avec les vidéos face cam. Et donc, il y a effectivement ce côté curiosité et ce côté attrait de l'œil qui font que les gens restent dessus. Et évidemment, ces vidéos-là, grâce à l'IA, l'IA a accéléré le phénomène, puisque aujourd'hui, avec l'IA, on peut aller beaucoup plus loin sur ces vidéos faceless. Alors, on a parlé des créateurs de contenu, donc streamers et youtubeurs, mais le faceless marketing, c'est pas que pour les streamers et les youtubeurs. C'est aussi pour les artistes et les créateurs, comme les cosplayers, qui peuvent montrer uniquement leurs mains ou leurs œuvres. Ils sont pas obligés de se montrer en totalité, ou alors ils peuvent se montrer uniquement une fois le cosplay enfilé. Avoir une distance et dire bah c'est pas vraiment moi, c'est mon cosplay, c'est moi en cosplayeuse, c'est mon personnage. Et ça peut être aussi pour les dessinateurs, les illustrateurs, qui peuvent eux aussi ne montrer que leurs mains ou que leurs œuvres. Où ça se fait pas mal les vidéos un petit peu en accéléré, où on voit le dessin qui petit à petit se fait. Et ça marche aussi pour des marques, comme là je vous ai mis deux exemples. Une marque de papeterie fantasy par exemple, qui vend des carnets, qui vend des livres, des stylos, etc. Que ça soit sur un domaine de la pop culture, que ça soit manga, que ça soit juste japonais, etc. Et je vous ai mis aussi un autre exemple, les créateurs de bijoux qui s'inspirent de la pop culture. C'est des marques, du coup, qui peuvent utiliser le faceless marketing plutôt que... alors ça va un peu en contradiction avec ce que je vous disais la dernière émission, où on parlait justement du storytelling à la première personne et du fait de s'identifier à une personne et donc d'exister devant les réseaux sociaux, devant la caméra. Mais c'est les deux existent en fait, et les deux cohabitent, et il est possible aussi de mêler les deux. Je pense à des magasins, par exemple, à des boutiques spécialisées qui peuvent un coup faire du faceless marketing, en tout cas des vidéos faceless où on voit que les produits, et après des mises en situation humoristiques, par exemple, de leurs employés. Je vois que ça se fait beaucoup sur TikTok en ce moment. Donc voilà, on peut mélanger les deux. Après, quand je parle de faceless marketing, c'est vraiment la stratégie globale qui est faceless. C'est vraiment quand on veut pas du tout se montrer
devant la caméra. Alors, c'est bien le faceless marketing, mais ça a quand même aussi des limites. Parce que on avait vu que le storytelling aussi pouvait avoir des problématiques et ne convenait pas à tout le monde. Bah, le faceless marketing, c'est pareil. Une des difficultés, c'est de créer un lien vraiment émotionnel, direct avec l'utilisateur, avec le viewer, avec le follower. Il y a forcément, quand c'est pas une personne de chair et d'os, quand on voit que une partie, quand on voit que les mains par exemple, c'est difficile de s'identifier. Pour vous, c'est plus compliqué en tout cas, et ça met forcément une distance entre la véritable personne et le viewer ou le follower. Donc, il faut du temps pour construire ce lien émotionnel. Et là où on sait qu'aujourd'hui, je pense par exemple vente, je pense pour les commerçants, mais on sait qu'aujourd'hui, surtout dans la communauté geek, on est des acheteurs émotionnels. On va plutôt écouter nos envies et nos passions plutôt que parfois notre cerveau. Et ben du coup, c'est que ça peut être compliqué parce que le lien n'est pas direct. Ensuite, c'est de la même façon, c'est plus difficile de construire une image d'expert parce que, bah, encore une fois, la personne, le follower ne va pas forcément s'identifier et va manquer de confiance au début par rapport à votre statut d'expert. Donc vous allez devoir mettre plus de temps et mettre plus de contenu pour arriver à donner confiance à vos followers, à vos futurs acheteurs. Donc ça va avec le lien émotionnel aussi, ça met plus de temps. On l'a dit tout à l'heure, autre problématique, c'est que ça demande un travail créatif beaucoup plus poussé. Il faut travailler sa voix off, il faut travailler son montage, il faut travailler ses couleurs, il faut travailler ses lumières, il faut travailler plein de choses sur ses vidéos ou sur ses contenus. Et du coup, forcément, c'est finalement aussi chronophage que peut-être d'être face cam. C'est juste que le travail n'est pas le même. Donc ça peut convenir quand même, mais il faut pas penser que c'est plus facile de faire du faceless marketing. C'est pas forcément plus facile, c'est juste que ça convient mieux à certaines personnes. Ensuite, au début c'était mon dernier point, c'est moins adapté à un objectif de promotion de service. Par exemple, moi qui propose des accompagnements, des coachings, des conférences, des ateliers et qui me vend comme experte dans mon domaine, le faceless marketing, ça marcherait pas pour moi. Parce que finalement, quand je vends un accompagnement, je me vends moi. Je me vends moi, je me vends mes compétences, je vends mes connaissances et je vends mon service d'accompagnement. Donc le faceless marketing, ça marcherait pas pour moi et ça marche pour des produits, pour certains services, pour des activités comme du streaming, du VTubing, mais ça ne marchera pas pour si vous avez des projets par exemple de coaching ou d'accompagnement dans un domaine, ça fonctionnera pas. Et donc là, je l'ai rajouté ce matin parce que c'est en vigueur depuis hier. YouTube a modifié ses règles de monétisation, pas de motivation. YouTube a modifié ses règles de monétisation contre l'IA, ou en tout cas pour limiter au maximum les vidéos et les utilisations de l'IA dans les contenus YouTube. Donc ça veut dire que je sais pas comment les VTubers vont pouvoir se sortir de ça. Mais en tout cas, les vidéos qui seront uniquement faites avec de l'IA, ou en tout cas qui comporteront un trop gros pourcentage d'IA dans leurs vidéos, ne seront plus monétisables. Pareil sur que ça soit au niveau visuel ou que ça soit au niveau sonore. Il y a d'autres règles, il y a d'autres changements par rapport aux règles de monétisation. Il n'y a pas que sur l'IA, il y a aussi le fait de faire juste des compilations, par exemple, des vidéos qui sont de simples compilations ne seront plus monétisables. Il y a d'autres types de vidéos. En gros, ce que YouTube veut faire, c'est revenir à du contenu authentique
il veut promouvoir du contenu authentique, identifiable, personnalisé, voilà, humain. Et donc du coup, ben, forcément, ceux qui utilisent l'IA dans leur contenu et dans leur stratégie en faceless marketing, eh bien, ils vont être freinés par le fait qu'aujourd'hui, YouTube ne va plus monétiser ce type de vidéo. Donc c'est quand même un obstacle et c'est quand même à prendre en compte pour ces créateurs-là et dans cette tendance. Oui, c'est une tendance qui est là, qui fonctionne, mais elle a aussi ses limites. Est-ce que j'avais fait... Oui, j'avais fait une slide conclusion. En conclusion, le faceless marketing, c'est pas se cacher, d'accord? C'est pas fait pour se cacher, c'est juste une autre façon de raconter son histoire, de raconter son activité et de se faire connaître. En 2025, on peut créer du lien, vendre et fidéliser sans montrer son visage, à condition de soigner sa voix, son univers et sa cohérence. Il faut que votre identité de marque soit quand même travaillée, qu'elle soit quand même forte. Et ça veut pas dire que je me montre pas, j'ai pas besoin de charte graphique, j'ai pas besoin d'identité forte, etc. Non, non, non. Ça revient au même. C'est juste une autre façon de faire les choses et de se promouvoir sur les réseaux sociaux. Donc pour les introvertis qui ne souhaitent pas être au centre de leur contenu, rappelez-vous, j'aime bien cette phrase, rappelez-vous que ce n'est pas toujours celui qu'on voit le plus qui marque le plus.